Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première petite émission podcast qui s'appelle Parlons Montréal. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justine McIntyre, je suis chef du parti municipal Vrai Changement pour Montréal. Et aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec mon ami Marc-Antoine Desjardins. Alors Marc-Antoine a été candidat avec le parti aux élections partielles sur le plateau Mont-Royal. Donc à la démission, lors de la démission de Luc Ferrandez, c'est Marc-Antoine qui a été notre candidat à la mairie sur le plateau. C'est un avocat, c'est un vélomane, c'est un fou du vélo. Entre autres, il est organisateur, fondateur du Cyclovia Mont-Royal. Donc voilà, il sera avec nous aujourd'hui pour discuter de nos idées pour la ville. Donc pour mettre un peu le contexte, ça fait maintenant 6 semaines que nous sommes en confinement. Pendant cette crise, cette pandémie que nous sommes en train de vivre ensemble à Montréal. Pour certains, c'est un grand défi de se trouver dans cette situation-là, d'avoir des restrictions sur notre liberté de mouvement. Pour d'autres personnes, on le vit comme une occasion de ralentir nos vies, de ralentir nos courses, nos trajets, de ralentir la ville au complet. On a une pensée spéciale aujourd'hui pour les personnes qui sont atteintes de la maladie et aussi pour les personnes soignantes. Votre travail est très, très apprécié. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un peu prendre ce moment de pause pour imaginer, pour un peu parler de comment ça nous a touchés, nous, et imaginer des pistes pour la sortie de Montréal, de comment on va sortir de cette période-là de confinement. Alors voilà, la discussion est lancée. Marc-Antoine, toi, comment ça va? Comment tu vis cette période? Tout d'abord, ça va bien. J'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu. Je reste actif physiquement, je fais du sport, je fais du vélo à l'extérieur, à l'intérieur aussi. J'essaie de garder un corps sain et un esprit sain le plus possible. Et bien, c'est certain que ça m'amène aussi à avoir une réflexion sur la ville, sur la société, sur le Québec de demain. Le Québec, en fond, qui va commencer, le Québec de demain qui va commencer très bientôt dans le cadre du déconfinement. Alors, je dirais que j'ai le hamster qui tourne pas mal de ce temps-ci. Je travaille aussi, Pardon, vas-y. Oui, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici au Québec, on a quand même été bon pour suivre les consignes de notre gouvernement. Donc, d'un côté, je trouve ça très rassurant parce que ça indique qu'on est une population qui fait confiance à notre gouvernement. On voit ce qui se passe au sud de la frontière et c'est absolument, à mon avis, c'est absolument désastreux. Il y a très peu de confiance dans les consignes qui sortent. Il y a beaucoup pas de représailles, mais de mouvements, de remettre en question les consignes qui sont proposées par les autorités sanitaires. Oui, beaucoup de méfiance. Méfiance. Et même une méfiance violente, ce qu'on a vu aujourd'hui au Michigan. Puis heureusement, ici, ça n'a pas été... je trouve que les Québécois ont été compréhensifs. On a compris que c'était pour le bien public qu'on nous demande de rester chez nous. Et pour moi, c'est bon signe qu'on est dans une situation quand même de cohésion sociale et de confiance face à notre gouvernement. Oui, bien sûr, on fait un parallèle historique aussi. Au moment où les Américains s'entre-déchiraient dans une guerre civile qui a fait près de 500 000 morts environ, ben nous, on est en train de bâtir un pays. 1867, 1800 versus le conflit de la guerre civile, 1861, 1865. Ben, dans la même séquence, on avait les pères de la Confédération, à l'époque qu'on appelait, puis on essayait de créer un vaste territoire social-économique qui est le Canada d'aujourd'hui, pendant que nos voisins du Sud s'entre-déchiraient dans des conflits nord-sud. Et c'est ça, ça montre un peu aussi le caractère qu'on a. C'est à l'heure actuelle, on est en train de bannir plus de 1500 types d'armes à feu qu'on va retirer du marché sur 2 ans. Et les États-Unis, où est-ce qu'on voit effectivement des espèces de caractères sociaux qui, heureusement, ne s'appliquent pas au Canada et ne s'appliqueront jamais, soit-on là. Faut se dire les choses. Faut appeler un chat un chat.
Oui, et je trouve que cette cohésion sociale qu'on a ici, cette confiance, ce manque de méfiance qu'on voit au sud de la frontière, bien, ça nous aide à passer à travers des crises sans violence, violence civile. Une autre chose qui nous aide, je pense, c'est quand on a une ville qui est bien planifiée, quand on a accès à des espaces verts, quand on a des endroits où est-ce qu'on s'est permis de se promener, de prendre l'air un peu. C'est sûr que les magasins sont fermés, bon, ça on comprend, les magasins, bon, il faut faire la file pour faire son épicerie, c'est pas agréable, mais ça nous force à planifier mieux notre temps. Et quand même, le fait de pouvoir, pour moi, et je pense que pour beaucoup de Montréalais, parce que je vous vois dans les rues, je vous vois à vélo, je vous vois faire votre jogging, j'ai jamais vu autant de monde faire de la course à pied à Montréal. Tout le monde court. Je trouve ça formidable et ça me rappelle à quel point l'accès à ces espaces-là est important pour notre santé mentale et notre santé physique également. Ah, bien sûr, absolument. Puis, on va dire que chaque État, chaque province, chaque pays, là, chaque État, on est des États, et a sa façon propre à passer à travers la crise. Là. Je pense qu'on voit, tout le monde se regarde, toutes les directions de santé publique à travers le monde collaborent, échangent, sans nécessairement pointer du doigt. C'est ça, on essaie de voir qu'est-ce qui colle le mieux à notre réalité, parce que d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, on n'a pas la même situation, la même gestion sur le terrain, le même historique aussi de progression du COVID-19. Donc, tout ça, c'est une question aussi de terrain propre à chaque coin de pays. Et je pense que, effectivement, notre population, là, si on parle du Québec, écoutez, on va s'en sortir très bien, à mon avis. C'est certain qu'on ne pourra plus jamais... la société va évoluer, va garder une marque, si on peut dire, la plus faible possible, mais quand même, on va devoir composer avec ce virus-là. Mais je pense qu'on est en train de... Après 6 semaines, effectivement, on est dans une espèce de momentum qui nous amène à prendre conscience des enjeux de salubrité. Et ça va aller de partout par le monde. Hein. On doit aussi redéfinir qu'est-ce qu'on veut avoir comme type de salubrité mondiale. Est-ce qu'il y a des pratiques, des façons de faire qu'on doit peut-être revoir, condamner à l'unisson. Puis ça, ça m'amène aussi justement à parler que, à Montréal comme tel, ça nous ramène à parler d'enjeux de résilience, d'autonomisation, comme on dit, comment qu'on peut faire pour éventuellement manquer de rien le plus possible, qu'on essaie d'être un peu autosuffisant, comme on dit, est-ce qu'on peut développer une agriculture plus près des gens, moins près de l'industrie, une agriculture, une industrie agroalimentaire qui a moins le vocable industriel et plus paysan, local, de proximité. On a beaucoup d'idées, je veux dire, on est un parti d'idées avant tout. Justine, on le sait, on en a soumise de très belles à la partielle, mais ça continue, puis ça va continuer pour 2021. Moi, si on prend l'exemple d'espace vert, je pense qu'au sortir de la crise, on va avoir besoin de bouger. On va avoir besoin de se réapproprier la ville, redéfinir la place de la voiture, sans nécessairement nier son apport de confinement par définition, là, de distanciation sociale par excellence. Les gens vont avoir une méfiance du transport en commun jusqu'à un certain point. Les gens vont se tourner peut-être plus vers des méthodes de transport actif, le vélo, la marche, peut-être le covoiturage pour certains membres de la famille, des proches, une fois qu'on va avoir sorti, comme on dit, du pic de ce fameux virus. Les gens vont avoir besoin de se réapproprier l'espace commun. Je vois nos espaces verts beaucoup plus accessibles, peut-être fermer des axes de rue, piétonnisés bien sûr. On pense au Vieux-Montréal, on pense au pourtour des parcs. Bien sûr, développer à brève échéance le réseau des pistes cyclables. On voit ce que Paris va faire. Plusieurs pays à court terme vont provisoirement développer des pistes cyclables, des accès cyclables pour justement compenser l'espèce de baisse d'achalandage que le transport en commun va peut-être avoir pour les raisons évidentes de distanciation, de proximité. Là. Alors, ça, c'est un enjeu qui va arriver très certainement dans un parc près de chez nous. Ça m'amène aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Justine, mais le point d'apaisement
de Oui, notre c'est ville. ça, mais tu as vraiment amené des points intéressants là, parce que là, tu as parlé de la mobilité, tu as aussi parlé de notre approvisionnement, notre autonomie en alimentation. Ouais. Mais puis c'est sûr, là, j'ai beaucoup d'idées là-dessus, mais en commençant par, oui, l'aspect de la mobilité, de comment repenser notre mobilité, parce qu'on a beaucoup misé sur le transport en commun, mais effectivement, avec des mesures de distanciation sociale, ça va affecter l'achalandage en transport en commun aussi. Il va beaucoup plus falloir penser mobilité active, donc se déplacer à vélo, se déplacer à pied. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on est en train de réaliser à quel point il y avait des types de travail qui peuvent se faire à partir de la maison. Ah oui, le télétravail. Et si on avait dit ça il y a 3 mois, il y a 6 mois, de dire, ben oui, 80% de la population est en mesure de travailler à partir de chez soi, on aurait dit, ben il y a un défi technique qui est grand, qui est difficile à surmonter, mais en fait, on s'est adapté très rapidement. Et je trouve ça intéressant pour la suite aussi de voir combien de ces emplois-là, combien de ces jobs-là, on va pouvoir continuer à faire à partir de la maison, parce que juste ça va aider à décongestionner, ça va enlever tout ce problème-là de l'achalandage des transports en commun. Absolument. Donc, je pense qu'il y a un moyen d'encourager les employeurs à mettre en place des mesures pour permettre aux employés qui le choisissent de pouvoir travailler à partir de la maison, peut-être pas à tous les jours, à temps plein, mais de mettre en place des horaires pour rendre possible le télétravail. Je trouve ça super intéressant. Absolument, absolument. On va avoir un cocktail de solutions, à mon avis, qui vont s'en venir. Et on le voit juste au niveau des téléconsultations, au niveau du domaine médical. Ce qui semblait impossible il y a 6 mois va être monnaie courante dans les prochaines... dès maintenant, dès à présent, dans le sens qu'on va tous revoir notre façon de faire. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on va redéfinir le travail. Et tant mieux si on peut arriver à des horaires plus flexibles qui tiennent compte aussi de l'aspect de conciliation travail-famille. Combien de gens sont pris dans les bouchons des bouchons de circulation inutilement? Bon, on ne parle pas là, des travaux puis de la mauvaise gestion de certains chantiers. Là, on parle du concept d'être pris sur l'autoroute, de devoir prendre les ponts. On peut repenser un paquet de choses. Je pense que ça va être à la fois un moment d'action et un moment de réflexion, cette sortie de crise-là. Puis à moyen terme, j'espère que beaucoup de gens vont se mettre à penser différemment et que, bien sûr, comme on dit, ça va se rendre jusqu'en haut dans la tête de nos décideurs, nos élus municipaux et provinciaux. Mais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et je voulais revenir aussi sur le point que tu avais fait sur l'alimentation, notre alimentation. Oui. Alors déjà depuis, je ne sais pas moi, 10 ans ou 20 ans, il y a un grand engouement pour les jardins publics. Donc, les jardins urbains, les jardins qu'on trouve en ville, soit chez soi dans sa cour, soit des jardins publics, ces espaces-là qui sont partagés par des gens qui n'ont pas d'espace pour jardiner chez eux. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus et je pense qu'il y a moyen de mettre en place des mesures pour encourager la production alimentaire chez soi. Je pense que c'est une bonne chose pour la ville et c'est sûr que j'ai une préoccupation aussi au niveau de notre sécurité alimentaire. Le fait qu'on dépende de beaucoup de produits importés, de produits aussi industriels, ça me préoccupe et je pense que quand même on est dans une région où est-ce que on est en mesure de prendre en charge une bonne partie de la production. On a à l'ouest de l'île la ferme du Bois de la Roche, il y a des fermes sur l'île Bizarre. Alors on a une capacité de production alimentaire qui est vraiment intéressante sur l'île de Montréal en fait. Absolument, Justine, puis je veux faire un peu de pouce sur ton idée. On voit aussi que la ville de Montréal veut relancer le jardin botanique pour voir accroître sa production locale, d'aliments locaux. Mais j'ai une idée aussi à brève échéance, avec la fin des travaux pour le REM. Pourquoi on n'utiliserait pas le REM pour être un moyen de transport écologique pour amener cette alimentation locale au cœur de la ville et la disperser? On aurait moins de camions sur les voies de circulation, sur les autoroutes. On n'aurait pas de gaz à effet de serre, dans le sens que le REM, sauf erreur, va être électrique. Et on pourrait carrément développer un approvisionnement par wagon dédié. Et on pourrait donc
conceptualiser ça et rapprocher l'agriculture locale dans le 514 sur l'île des quartiers centraux qui malheureusement sont aux prises aussi avec une réalité de terre contaminée. Alors, on doit aussi composer avec ça, faire pousser des tomates dans un jardin communautaire qui à 3 pieds de distance sous terre, ben, c'est de la terre contaminée, c'est pas intéressant. On va devoir aussi parler de ce concept-là, nettoyer nos espaces verts éventuellement pour rapprocher, comme un peu ce qu'on voit en Suisse, en plein cœur urbain, ben, il y a de l'agriculture urbaine, puis partout dans le monde. On n'y échappera pas, puis je pense qu'on doit mettre, s'il y a quelque chose de bon qui va ressortir de cette crise-là de salubrité du COVID-19, ben, c'est notre réflexion qu'on va accorder par rapport à l'alimentation de proximité, justement. Oui, et de mettre à la disposition des citoyens des outils, des séances d'information pour que chacun puisse prendre ça en charge soi-même aussi. Donc, ce serait intéressant, d'avoir des jardins collectifs, même des jardins de la ville, mais aussi d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent en faire. Puis j'aime beaucoup l'aspect que tu amènes aussi de parler de la distribution de l'alimentation, puis en fait de repenser tout notre système de livraison qui est beaucoup basé sur les camions, sur le camionnage, des camions qui passent à travers la ville. On le sait que c'est un danger, toi tu le sais très bien, c'est un danger pour les cyclistes, c'est un des plus grands dangers, c'est le camionnage en ville. Donc si on peut amener une manière de repenser ça également, toi tu as mentionné le REM, d'avoir un circuit de livraison électrique qui réduirait le nombre de camions qui traversent la ville, je trouve ça super intéressant comme idée, puis il y a vraiment quelque chose là-dedans à explorer. On n'a pas le choix, Justine. Je pense qu'on est condamné, positivement bien sûr, on est condamné à plutôt que de faire une fuite par en avant, on est condamné à prendre notre eau par les cornes puis vraiment se dire, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu sais, je pense aussi à avoir des marchés, le dimanche, on parle aussi de l'apaisement, mais moi je verrais, je parle du plateau parce que je prêche pour ma paroisse, je suis citoyen du plateau. C'est ton quartier. Mon quartier. Mais tu sais, tu parles de l'ouest de l'île, très bien, mais pourquoi qu'on n'amplifierait pas la création de marchés communautaires les dimanches dans une politique d'apaisement où est-ce que, avec ton réseau d'approvisionnement électrique, éventuellement le REM, en tout cas des voitures le moins polluantes possible, moins polluantes, pourquoi qu'on ne redéfinirait pas, puis là, on voit des quartiers, on a des idées d'endroits dans le plateau de Montréal où est-ce qu'on pourrait avoir un marché communautaire, où est-ce que nos producteurs maraîchers, nos producteurs locaux, que ce soit des couronnes ou même de l'ouest de l'île, comme tu dis, pourront éventuellement mettre à profit leur agriculture, du moins leurs produits du terroir, si on peut dire. Il faut qu'on pense il faut qu'on se donne une pause. Moi, je trouve que ça va tellement vite. Et un autre, peut-être, côté qui n'a pas été nécessairement très désagréable, c'est qu'on a senti un apaisement physique, un apaisement palpable de la société pendant ces quelques semaines. Il y a des jours que ça en était triste, tellement qu'il n'y avait personne dans la rue, mais ça a forcé la société de considérer qu'on allait très certainement à un rythme fou et que de peut-être prendre un certain pas de recul, ça va avoir quelque chose de bénéfique. Puis là-dessus, je fais un corollaire avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est le pays le plus productif d'Europe. Le dimanche, là, en Allemagne, à part les zones touristiques, les cafés, les croissants, puis les zones effectivement touristiques, il n'y a pas grand commerce qui sont ouverts, là, OK? Les gens sont dans la nature, les gens profitent, sont dans les parcs, sont en famille. Pourquoi qu'on n'essaie pas de se donner une piste de solution dans ce sens-là, tu sais? Ouais, mais tu sais, je suis une fille un peu old-fashioned dans ce sens-là. Moi, j'aime ça, prendre le dimanche off, ne pas j'essaie de faire toutes mes courses le samedi pour pouvoir me détendre le dimanche, puis prendre une longue marche dans le bois, faire du ski de fond, faire du vélo, n'importe quoi pour me changer les idées. Puis là, comme tu dis, c'est une pause obligée. On est dans une situation où est-ce qu'on n'a pas le choix. Puis je pense que c'est vrai qu'on est mis devant notre vie antérieure et on se pose la question, comment ça se fait que j'avais une vie si agitée, que j'avais pas le temps de m'asseoir avec les enfants, que j'avais pas le temps de prendre une longue marche dans le parc ou dans la forêt. Alors, je pense que c'est des choses
qu'on va pouvoir garder dans la suite. Et tu sais, il va y avoir des choses qu'on va vouloir reprendre, c'est sûr, la reprise de l'économie, la reprise des commerces, mais il y a d'autres choses que peut-être on ne voudrait pas reprendre. Et je pense que l'une des choses, c'est ce train de vie-là qui nous rend malade, je pense que on a sûrement d'autres choses à discuter, mais pour aujourd'hui, c'est déjà vraiment un bon départ. Merci pour la conversation, Marc-Antoine. Merci à toi, ma chère Justine. Ben, ça me fait plaisir. C'est fun, j'aimais ça. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à tout le monde. Oui, on a d'autres choses à discuter. C'est clair, ce n'est qu'un début. On voulait surtout vous divertir, vous donner des sujets à réfléchir avec nous aussi, de nous envoyer vos opinions, vos idées, vos réactions, ce que vous faites, vous, à la maison, pendant cette période de COVID, pendant cette période de confinement. Est-ce que vous arrivez à sortir? Comment vous vous sentez par rapport à ça aussi? Alors, merci à tout le monde, puis on se dit à la prochaine. À bientôt tout le monde, on attend vos commentaires. Oui. Bye bye. Merci Justine, à bientôt. Merci, à bientôt.